Approuver la liste des chèques à ratifier, des comptes à payer déposés le 10 novembre 2016 et que les crédits pour ces dépenses soient puisés à même le fonds général ou les fonds disponibles d'un règlement d'emprunt ou toute autre source de financement comme indiqué aux journaux des achats énumérés dans ce présent mémoire. Un proposeur. Proposé par M. Côté et appuyé par M. Potvin. Résolution 2016-544, trésorerie, virement budgétaire et réaménagement de crédit. Et proposé d'accepter les virements budgétaires déposés en annexe aux mémoires. Ici encore, monsieur le greffier, je voudrais qu'on note mon abstention, autant au plénier que pour le vote, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Merci. Le greffier va devoir inscrire sur cette résolution-là nommément la nature de votre intérêt. Alors, les mêmes raisons que tout à l'heure, ça ne va pas. Bien, vous n'avez rien d'autre à ajouter? C'est des liens avec des liens avec des personnes ou des organismes qui sont inscrits sur les virements budgétaires. Alors, un proposeur. Des liens complexes. Et proposé par M. Potvin et appuyé par M. Côté. Donc, je vous l'ai expliqué à maintes reprises, ceux qui ne sont pas encore au courant, ce que c'est qu'un virement budgétaire. En début d'année, on fait des prévisions sur chacun des postes budgétaires. En cours d'année, il y a certains postes où on dépense plus que prévu, d'autres moins. Et donc, on réajuste au fur et à mesure à chaque mois pour arriver à la fin de l'année avec un budget équilibré où chaque poste est respecté dans son libellé et dans les prévisions qui étaient associées. Résolution 2016-545, greffe, mandat de représentation à la Cour du Québec, division des petites créances, dossier 232-06-6487-165. Et proposé d'autoriser M. Stéphane Dubé, coordonnateur au service de la gestion du territoire ou son remplaçant, à représenter la Ville de Saint-Augustin-des-Mares dans le dossier 200-32-06-6487-165 à la Cour du Québec, division des petites créances, à signer tout document relatif à la défense de la Ville de Saint-Augustin-des-Mares et ce rétroactivement à la date de signification de la demande. Et voilà, je m'excuse. Un proposeur. Et proposé par M. Marcotte et appuyé par Mme Hamel. Il faut savoir qu'à la division des petites créances, pour représenter la Ville, on ne peut pas envoyer un avocat. Donc, en fait, c'est le coordonnateur au service de gestion du territoire qui va aller nous représenter pour défendre notre cause là, dans une histoire où il y a un citoyen qui accuse la Ville là, après s'être blessé. Donc, une histoire de dommages. Résolution 2016-546, greffe, mandat de service professionnel et règlement hors cours des réclamations contre la Ville au dossier 217-02-38-62-162 et 222-07-80-59-169. Il est proposé d'autoriser le directeur général ou son remplaçant à signer la transaction et quittance proposée concernant le règlement hors cours sans admission du dossier 217-023-862-162 de la Cour supérieure du district de Québec, le règlement hors cours sans admission du dossier 222-078-059-169 de la Cour du Québec du district de Québec et d'autoriser les procureurs de l'étude Tremblay-Bois-Mignot-Lemay à signer subséquemment une déclaration de règlement hors cours à l'égard de chacun de ces dossiers judiciaires et de mandater la firme CIMA pour analyser les infrastructures de drainage existantes sur la 15e avenue, proposer des travaux d'amélioration du drainage des eaux de pluie et de ruissellement, élaborer des plans et devis de la solution retenue et procéder à la surveillance potentielle des travaux suivant l'offre de service formulée le 7 novembre 2016 et d'autoriser les virements budgétaires requis pour le mandat à la firme CIMA. Un proposeur. Et proposé par Mme Lortie, appuyé par M. Potvin. C'est la résolution à laquelle je référais tout à l'heure suite à la question de monsieur ici Légaré. Donc, on a municipalisé la 15e avenue il y a quelques années et il y a des travaux de drainage là, qui sont vraisemblablement déficients, qui ont mené à des dommages chez un citoyen. Donc, le citoyen en question nous a poursuivis, là, son assureur aussi. Aujourd'hui, on règle hors cours, ou en tout cas, on se donne le mandat, on prend une résolution à l'effet de régler tout ça hors cours, là, et on mandate par la fait même la firme CIMA pour nous faire des propositions de modification au drainage en question, etc. Donc, ça illustre un peu là, les problèmes inhérents là, à la municipalisation. Ça ne veut pas dire que toute rue municipalisée cause problème, on s'entend, là, mais il y a toujours une question de coût là-dedans aussi, là, de mettre les infrastructures aux normes. Résolution 2016-547, greffe, installation d'une signalisation indiquant les moyens d'obtenir de l'information concernant la tenue d'une opération de déneigement.
Et proposer d'autoriser le service de la gestion du territoire à installer des panneaux de signalisation informatifs relatifs aux opérations de déneigement sur le territoire de la ville de Saint-Augustin-des-Mares, conformément à la carte jointe aux mémoires. Un proposeur. Et proposé par Mme Hamel et appuyé par M. Brulotte. Donc, il y aura sur le territoire 9 grands panneaux qui seront installés avec un numéro de téléphone ou appeler pour savoir si on a une opération de déneigement en cours et différentes façons d'être au courant là, lorsqu'il y a des opérations de déneigement pour ne pas laisser vos véhicules dans les rues. On va y revenir plus loin. On adopte un règlement. Là, je vous donnerai plus de détails. Résolution 2016-548, Loisirs, culture et vie communautaire, attribution du contrat de gestion de la concession alimentaire au complexe sportif. Considérant que la Ville veut offrir les services d'un casse-croûte au complexe sportif multifonctionnel et que le marché ne permet pas d'obtenir un loyer plus élevé que celui négocié avec 9265-3260 Québec Inc., seule entreprise intéressée à exploiter la concession, et proposer de conclure un contrat de gestion de la concession alimentaire au complexe sportif multifonctionnel entre la Ville de Saint-Augustin-des-Mares et 9265-3260 Québec Inc. pour un loyer annuel de 200 $ selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint aux mémoires et d'autoriser le maire et le greffier ou leur remplaçant à signer l'entente pour et au nom de la Ville. Un proposeur. Et proposé par M. Côté et appuyé par M. Marcotte. Il faut comprendre là, que lorsqu'on loue un espace comme ça dans un édifice comme celui qui est le complexe sportif, le locateur, donc la compagnie qui va aller s'installer pour faire la concession alimentaire, doit verser des taxes municipales à la Ville au prorata du nombre de pieds carrés utilisés selon la valeur du bâtiment. Un bâtiment de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, le pied carré coûte cher de taxes municipales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs milliers de dollars qui vont rentrer en taxes municipales de la part de cette compagnie-là. Et le montant donc, de 200 $ est accessoire là-dedans. Là. C'est les taxes municipales qui vont être à la clé, là, qui font office de loyer. Et c'était la seule façon que d'avoir un concessionnaire alimentaire là. Il n'y avait personne intéressé. On a fait des appels de proposition, puis c'est le seul avec qui on a réussi à s'entendre. Cela dit, je vais ajouter une chose. On a parlé du règlement d'emprunt en lien avec le centre sportif, où c'était au départ présenté en PPP, partenariat public-privé, et il n'y a personne qui a signé, ou à peu près, il y a 19 personnes qui ont signé le registre pour demander un référendum là-dessus, parce que c'était zéro risque pour la Ville. Lorsqu'on a fait l'avis ensuite, un autre avis, quelques mois plus tard, au mois d'octobre, pour faire passer une résolution ensuite, modifiant sérieusement la charge pour les citoyens. Dans l'avis, il y était encore une mention de PPP, mais quelque chose d'alambiqué qui finalement faisait qu'on ne comprenait rien. Mais si on lisait comme il faut, c'était avec notamment la concession alimentaire qu'on allait faire un PPP. On l'a. On va passer à la section motions et règlements. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, juste pour rappeler que le premier, au départ, on avait l'intention de faire un PPP, qu'il y a eu différentes situations qui ont fait en sorte qu'on n'a pas pu y aller, dont, entre autres, le fait que la Ville de Québec a refusé de modifier le zonage dans le parc industriel. Autre chose aussi, c'est que le gouvernement, à un moment donné, dans le temps, a laissé entendre clairement qu'il n'y aurait pas de subvention si on allait vers un PPP. Donc, les citoyens de Saint-Augustin auraient été privés de 15 millions de dollars. Et comme rien ne se perd, rien ne se crée, s'il y avait eu un PPP, vous auriez payé la différence indirectement au S'il vous plaît. Donc, regardez, il faut se rappeler, il faut ramener les faits dans leur intégralité aussi. L'intention d'un PPP a été bien réelle et il y a eu tellement de bâtons dans les roues qu'on n'a pas pu aller de l'avant avec cette solution-là. Et il y avait une urgence d'agir, pour le rappeler, qu'il y avait une élection et M. Hamad avait très bien travaillé, puis il s'était organisé pour qu'on ait une subvention de 15 millions et il fallait se décider rapidement. Et c'est ce qui est arrivé. Et encore une fois, aujourd'hui, les citoyens de Saint-Augustin bénéficient d'un très beau complexe sportif qui est apprécié d'ailleurs, la plupart des gens, au-dessus de 90 % d'appréciation par rapport au complexe, et qui nous a coûté 17 millions de dollars. Il n'y a pas une ville au Québec qui dispose d'un équipement à ce prix-là et d'un équipement de cette qualité-là à ce prix-là. Il y avait, on parle ici de blocage puis de bâtons dans les roues de la part de la Ville de Québec puis de l'agglomération. Là. Il y avait un terrain disponible pour le complexe sportif dont la superficie suffisait, sauf jusqu'au moment où, tout à coup, il a été décidé que là, il fallait dépenser au maximum toute la subvention
et qu'il fallait rajouter des piscines et dépenser la totalité du montant. Et là, le terrain qui était disponible n'est plus devenu disponible. Et là, ils se sont rabattus vers quelque chose où là, ça demandait de modifier le schéma à l'agglo, puis l'agglo n'a peut-être pas voulu, ça, ce bout-là. Mais je vous dis que le terrain était prévu sur la 138 pour sortir les articles de journaux de l'époque. M. Corriveau a bien dit que tout était correct, c'était réglé, tout était beau. Puis là, tout à coup, il y a eu un besoin phénoménal de dépenser. Il y avait de l'argent sur la table. Une chance que le ministre Hamad n'ait pas allé chercher 30 millions. Parce qu'on en aurait 60 millions aujourd'hui en aréna. On aurait 5 piscines probablement, 16 glaces. C'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a une subvention qui est là pour 50 que tu es obligé de dépenser. C'est une maladie. Puis là, aujourd'hui, on me dit, les gens l'apprécient. J'espère. Ce serait bien le bout qu'en plus, les gens n'apprécient pas. C'est pas ça le point. En avions-nous les moyens? Oui, C'est là la question. Avions-nous les moyens? Voilà. On passait à la section de motion et règlement. Monsieur le maire, Oui, excusez-moi, je suis désolé. moi, la seule chose qui me chicote là-dedans, parce qu'effectivement, on a un magnifique complexe sportif, et effectivement, probablement sans égal, comme on dit, partout dans la province de Québec, par rapport à la taille de notre ville. Mais moi, la seule chose que j'ai toujours déplorée là-dedans, c'est que les citoyens n'ont pas été consultés sur ce projet-là. C'est aussi simple que ça. C'est la seule chose. Monsieur Brulotte, il y a eu une consultation importante qui a été faite suite à ça. C'était une élection municipale et on a été réélus, toute l'équipe au complet. Donc, il faut croire que les gens étaient d'accord avec cette décision-là. C'était là-dessus. Vous dites que l'élection a servi de consultation pour le complexe Regardez, municipal? on a été réélus après. OK. OK. Immédiatement après. Oui, oui, mais aussi, il faut aussi que je rappelle qu'effectivement, quand vous avez été élu en novembre 2013, effectivement, vous avez été élu sur de l'information relativement, par exemple, à la santé financière de la ville. Hein? La santé financière de la ville était excellente. Et finalement, et puis la dette n'était que de 46 millions. Et finalement, quelques mois après, pour réaliser qu'on était dans le trou complètement, et puis que la dette brute était quelque chose comme 150 millions. Non, c'est pas vrai, regardez. S'il vous plaît. Résolution 2016-549, adoption du règlement 2015-462, règlement sur l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. Et proposer d'adopter le règlement numéro 2015-462, règlement sur l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. Une dispense de lecture du règlement est demandée. Une copie a été donnée aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. Un proposeur. Et proposé par M. Potvin et appuyé par Mme Hamel. Résolution 2016-550, adoption du règlement 2016-504 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition. Et proposé d'adopter le règlement numéro 2016-504 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition. Une dispense de lecture du règlement demandé. Une copie a été donnée aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. Et la portée du règlement est de fixer la rémunération de chaque conseiller à 16 452 $, l'allocation de dépenses à 8 076 et d'abolir la rémunération additionnelle. Les autres conditions demeurant les mêmes que sous le règlement antérieur, numéro règlement 2009-148. Un proposeur. Et proposé par M. Potvin et appuyé par M. Marcotte. Je vais demander le vote. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Alors, on se vote ici ce soir. Les conseillers se votent une augmentation rétroactive depuis le 1er janvier dernier de 33 %, passant grosso modo de 18 000 à 24 000, alors que le sous-ministre du ministère des Affaires municipales vient de les informer qu'il faudrait qu'ils remboursent ce qu'ils se sont votés comme salaire en trop. C'est légal? C'est pas moral. Cela dit, lorsque un nouveau conseil sera en poste en 2017, fin 2017, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il soit revu à la hausse, même le salaire des conseillers. Je pense que de travailler
réparer le fiasco qui a été fait pendant 10 ans. Ça va prendre des gens qui sont dédiés et ça mérite rémunération à la juste valeur. Donc, je l'ai déjà dit ici en conseil, je n'ai pas un problème avec le salaire des élus, des conseillers en ce qui concerne le poste. J'ai un problème avec le salaire des individus ici, présents ce soir. Et je tiens à souligner ici, là, je ne m'étendrai pas plus longtemps là-dessus parce que je pense qu'on a fait le tour, mais je tiens à souligner ici, et il a toute mon admiration, l'attitude et les positions de M. Brulotte dans ce dossier-là, où, quelque part, lui, c'est de son salaire dont on parle. S'il y en a un qui mériterait le salaire de toute la gang ensemble, c'est bien lui. Et lui il s'oppose depuis le début à ça. Et donc, je tiens à saluer la position de M. Brulotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Bien, j'aimerais savoir, moi je suis curieuse de savoir pourquoi M. Brulotte mériterait le salaire et nous pas, là. Pourquoi? Qu'est-ce que M. Brulotte a fait de particulier? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça m'intrigue. S'il vous plaît, Ça s'il vous m'intrigue. plaît. Donc, c'est quoi la question? Pourquoi M. Brulotte mérite le salaire et pas vous? C'est ça que je veux pas trop Oui, entendre. vous avez dit, s'il y en a un à qui, à M. Brulotte, alors, vous l'avez encensé, je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de particulier, M. Brulotte? Ben voyons donc, M. Brulotte, on va commencer par dire ce qu'il n'a pas fait. Non, non, dites Ah, non. ce qu'il a fait pour regarde, mériter. vous ne commencerez pas à me dire quoi dire ici. Là. Hey. Pour qui vous vous prenez, là, un instant? Hey, pour qui je me prends? Dites ci, puis dites pas ça. Alors, ce que M. Brulotte n'a pas fait, c'est de mettre la ville dans la dèche pendant 10 ans. Ah. Cela dit, Mme Hamel, vous n'avez pas fait ça, vous. Parce que vous êtes là seulement depuis 2013. Mais quand vous êtes arrivé en 2013, donc il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, vous n'avez rien vu? Comment ça, quand vous êtes arrivé? Moi, je suis arrivé, là, puis la première chose que j'ai vue, c'est que c'était l'horreur. L'horreur. OK? Pas juste pour les finances, pour la gestion, pour le respect des règlements, des lois. Vous arrivez, vous êtes élu, et vous dites, bravo, c'est fantastique. Puis là, on a un rapport du ministère qui va sortir qui dit que c'est épouvantable. On a déjà une lettre du sous-ministre qui dit que ça ne tenait pas la route. Vous n'avez pas vu ça, là. Vous êtes arrivé en 2013, vous n'avez rien vu. Là. Vous avez dit, le salaire, c'est bon, parfait, on embarque là-dedans. Ça ne respectait pas la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout endossé ça. Les autres, là, peut-être qu'ils dormaient depuis 2006, mais vous êtes arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est ce que M. Brulotte n'a pas fait. Hein? Ce que les autres ici ont fait. Et ce que M. Brulotte fait, c'est d'avoir une approche positive, une approche pour régler les problèmes, pour travailler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole ensuite. Ouais. Une approche pour régler les problèmes. Il a une compétence qui, je pense, n'est pas à démontrer. Vous l'entendez ici le soir aux séances, c'est clair. Vous n'avez pas idée comment c'est reposant de parler avec M. Brulotte depuis qu'il a été élu pour moi. Ça m'a fait un très grand bien. Juste pour ça, bon. Mais c'est le seul élu au conseil avec qui je peux avoir une discussion. J'ai le sentiment profond qui comprend la dèche dans laquelle vous nous avez mis. Et il va être en mesure, lors de la prochaine élection, lorsqu'il sera réélu et tout ça, de contribuer à réparer le dégât. Donc, écoutez, vous me demandez pourquoi il mérite un salaire, bien, c'est une évidence. Ben non, c'est pas évident. J'ajouterais quelque chose, M. le maire. J'assistais ce midi à une conférence, entre autres, il y avait M. Labaume qui était là, qui a toute mon admiration pour bien des points de vue. Le fait qu'on ne s'entende pas sur la loi, c'est une chose. Mais M. Labaume, M. Lahoulier, M. Coderre, quand ils parlent de leur ville, ils en parlent constamment, positivement. Et c'était vraiment bon ce que M. Labaume a fait ce midi pour valoriser sa ville. On doit être la seule ville au Québec où on a un maire qui manque jamais une occasion sur toutes les tribunes de dire que sa ville va mal. Et ce n'est pas vrai que la ville de Saint-Augustin est dans la dèche. La ville de Saint-Augustin, en termes d'endettement, en termes de ce que ça nous coûte comme compte de taxes, dans le rapport de je me souviens plus son nom, là, du ministère des Affaires municipales, M. Dionne, donc, le mentionne clairement que la ville de Saint-Augustin est une ville qui a une bonne capacité et au niveau de ce qu'on a comme compte de taxes par rapport à la valeur de la ville, c'est très raisonnable.
Et donc, ce n'est pas vrai. La ville de Saint-Augustin n'est pas dans la dèche. Les montants qui ont été investis, et j'insiste sur le mot investi, que ce soit pour le parc... S'il vous plaît. Investi que ce soit pour le parc industriel, le complexe sportif, le développement des rues, le secteur nord du lac Saint-Augustin. C'est des investissements qui ont été faits qui rapportent ultimement à la ville. Et beaucoup de ces investissements-là ont été l'objet, donc à peu près 50 de subventions. Donc, la ville de Saint-Augustin n'est pas dans la dèche, c'est faux de le dire, puis c'est faux de le crier sur tous les toits. J'ai hâte qu'on ait le prochain état de situation budgétaire, d'ailleurs, là, pour qu'on puisse voir la progression de la dette. Mais la ville de Saint-Augustin est une ville qui a quand même certains moyens. Et puis, par rapport à la ville d'à côté, on paye à peu près le même fonds de taxes à quelques centaines de dollars près, là, avec des services pas mal mieux organisés et équipés. Donc, arrêtons de dire que la ville de Saint-Augustin est sur la dèche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, deux choses là-dessus. Lorsque je parle de la ville de Saint-Augustin, je l'ai déjà expliqué, je vais le réexpliquer. Je parle de l'institution, je parle des finances, je parle de la gestion, je parle de l'archivage, etc., etc. Je ne parle pas de la ville avec un petit V, qui est le territoire avec les gens qui l'habitent. C'est fantastique habiter à Saint-Augustin, c'est pour ça que je suis venu ici en politique. J'ai pas fini, merci. Donc, c'est pour ça que je suis venu en politique, pour essayer que ça arrête tout ça, stopper l'hémorragie, puis faire en sorte qu'on puisse retrouver un semblant, à tout le moins à court terme, de santé financière, puis à long terme s'en sortir. Je ne parle pas contre ma ville, je parle contre les 5 conseillers qui sont encore en poste. Ça, c'est un gros problème. C'est le seul et unique problème pour l'instant. Le reste, on a les moyens qu'il faut pour le régler. Alors, de me dire que je dénigre la ville, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Le problème, puis on va le régler dans 354 dodo, c'est les 5 conseillers qui sont ici à table. Puis vous savez que je ne parle pas de M. Brulotte. Monsieur Junot, la ville dans laquelle vous vivez et que vous vantez là, un petit peu, c'est cette ville-là qu'on a reconstruite au cours des 10 dernières années. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez comme ville, la qualité de vie que vous avez, puis les infrastructures qu'il y a à la ville, que ce soit le terrain de soccer, le complexe, c'est toutes des infrastructures qui n'auraient pas existé si la ville de Saint-Augustin aurait été fusionnée à la ville de Québec. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, effectivement, on a une très belle ville, puis il faut le dire, puis il faut le faire valoir, puis il faut arrêter de parler négativement de notre ville. Oui, Mme Lortie. Oui, moi, je voudrais dire que si M. le maire veut directement faire quelque chose de plus directement pour les finances de la ville, là, parce qu'il parle toujours là, que nous, on est responsable de fiasco, soi-disant un fiasco monumental. Moi, je lui demande aujourd'hui s'il est prêt à faire quelque chose que nous, on a fait dans les débuts de la ville à Saint-Augustin, parce que la ville était en situation financière difficile, parce qu'on n'avait pas encore à cette date-là récupéré le parc industriel, etc., etc. Donc, est-ce que M. le maire est prêt à renoncer à son fonds de pension puis son allocation de transition? Puis aussi, il faut dire aussi qu'il y a aussi un régime privé d'assurance collective que M. Corriveau n'avait pas. Alors, quand on parle de privilèges, en tout cas, moi, je lance la question à M. Junot. Les avantages sociaux qui me sont octroyés le sont en vertu de la loi. Non, le sont en vertu de la loi. Une obligation pour la ville. Donc, écoutez, je comprends que vous avez une tendance à essayer de passer à côté de la loi, mais ça n'arrivera pas. C'est ça. Je voudrais revenir sur une chose. Ils sont là à dire ça va bien, ça va bien. Puis tantôt, là, la semaine dernière, j'ai expliqué qu'on a la situation financière, on s'en allait vers un équilibre ou un léger surplus. Puis là, c'est bravo, hein, tout va bien, c'est merveilleux. On a planifié, ils ont voté pour ça, là, on a planifié des ventes de terrain de façon dégressive pour essayer de se couper un jour de cette dépendance. On a planifié des ventes de terrain cette année, d'immeubles de 4,5 millions. L'an prochain, 3,5. L'année suivante, 3 millions, et ainsi de suite. Donc, cette année, lorsqu'on dit qu'on va arriver à l'équilibre, si tant est qu'on vend les fameux terrains, ce sera parce que, justement, on les a vendus. Ces 4,5 millions de terrains-là, puis 3,5 l'an prochain, là,
Si on ne les a pas, si on ne les vend pas, là, on est en déficit de 4,5 millions de dollars. C'est phénoménal. Et cet argent-là là, qu'on vient chercher à vendre des terrains, c'est le patrimoine qu'on vend. Hein, c'est notre bien collectif. Là. On est en train de dilapider le patrimoine qu'on devrait mettre à l'encontre de la dette. À la place, on paye l'épicerie avec. On n'a pas le choix. Je n'ai pas terminé. On n'a pas le choix de le faire. Si on ne le fait pas, grosso modo, là, vous faites faire une règle du pouce, là, pour une augmentation de taxes de 1 à peu près, on va chercher 400 000 dans vos poches. Alors, 4 millions de dollars, ce serait 10 d'augmentation de taxes. Donc, si on ne voulait pas aller chercher le patrimoine puis le vendre pour payer le fonctionnement budgétaire, bien, pour aller chercher le 4,5 millions, il faudrait augmenter les taxes de 11 en plus de l'augmentation pour le reste. Là. Donc, vous rendez-vous compte là, qu'il y a un trou dans le budget, là, puis on vend notre bien pour le combler. La dette, le service de la dette, donc ça, c'est ce qu'on paye chaque année, là, un peu comme une hypothèque que vous payez sur votre maison. Vous payez votre loyer, là, ou pas votre loyer, pardon, votre hypothèque à chaque mois. Bien, nous, à chaque mois, là, l'an passé, il était de 7 quelques millions, il est passé à 11,7 cette année. Pourquoi? Parce qu'on a, je vous l'ai expliqué déjà, on a capitalisé des règlements d'emprunt qu'on n'avait pas capitalisés. Donc, on ne les payait pas. On ne payait pas le capital, on ne payait pas les intérêts, on laissait tout dormir ça depuis 2009, 10, 11, 12, 13, 14. On vous le cachait. L'élection de 2013, qui semble être une consultation populaire, s'est faite en vous cachant qu'il y avait 75 millions de dollars qui n'étaient pas capitalisés puis qu'on ne payait pas. Puis après ça, on dit bravo, on a investi. Ben oui, mais investir de même, c'est n'importe quoi. Tu prends l'argent des citoyens puis tu le dépenses. Ça va, puis tout va bien. Puis là, tu dis, regardez si on a des beaux équipements. La dette à l'ancienne Lorette est de l'ordre de 18 millions de dollars. Le service de la dette à l'ancienne Lorette est de moins de 3 millions de dollars par année. Population comparable dans une même agglo. Il y a un méchant problème, là. Là-bas, c'est en bas de 3. Ici, c'est 11,7. Puis ils ont un aréna, ils ont une piscine, ils ont une maison de culture. Ils ont des choses, là, ça va. Il y a un problème. Venez pas me raconter qu'il y a eu consultation populaire, que vous avez été réélu. Vous avez été réélu sur des données erronées. J'aimerais juste ajouter un élément. Ça fait une couple de fois que M. Brulotte l'a abordé aussi. Effectivement, le service de la dette est autour de 11 millions. Mais quand on prend l'argent de la vente des terrains, c'est des actifs qu'on vend pour payer d'autres actifs, parce que c'est dans le service de la dette. Donc, on rembourse la dette avec ces montants-là. Donc, c'est tout à fait correct. C'est qu'on on prend cet argent-là et on paye la dette avec. Je vois pas, il n'y a aucun problème. On ne paye pas l'épicerie, là. Ça sert à baisser la dette de la ville. Donc, c'est correct de le faire de cette façon-là. C'est des biens immobiliers pour immobilier. Oui, mais c'est assez. Je pense que c'est clair. C'est pas clair. Ah oui, regarde, je pense que là-dessus, là, on est tous bouche bée. On voit comment ça a été géré, puis c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Parce qu'on s'est éloigné du sujet. Oui, on parlait de l'augmentation de 33 du salaire. Rétroactivement. C'est beau, on fait le tour. Ceux qui sont en faveur de la résolution, ceux qui sont contre. Résolution 2016-551, adoption du règlement 2016-506 décrétant un emprunt de 151 000 $ pour la préparation du plan directeur immobilier et de l'évaluation des bâtiments de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Et proposer d'adopter le règlement numéro 2016-506. Une dispense de lecture du règlement est demandée. Une copie a été donnée aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. Le règlement décrète un emprunt sur 10 ans remboursable à même les revenus généraux de la Ville. Un proposeur. Est proposé par Mme Lortie et appuyé par Mme Hamel. Merci. Il y aura donc l'élaboration d'un plan directeur quant aux bâtiments et l'évaluation de l'état des bâtiments suivants, le Delphis Marois, le Centre socio-récréatif des Bocages, la bibliothèque Alain Grandbois et l'Hôtel de Ville. Et j'ai cherché un argument en poste, il n'y en avait pas de plan directeur et il n'y avait pas d'évaluation des bâtiments, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai regardé aussi pour le Centre Jean-Marie-Roy, puis il n'y avait pas d'évaluation du bâtiment lorsqu'on l'a acheté. Mais là, on en fait toute une évaluation. C'est bon.
Résolution 2016-552, appropriation de 7 550 à même le Fonds général de la Ville. Et proposer d'approprier le montant de 7 550 à même le Fonds général de la Ville, soit une somme équivalente à 5 du montant de la dépense prévue au règlement 2016-506, décrétant un emprunt de 151 000 pour la préparation du plan directeur immobilier et de l'évaluation des bâtiments de la Ville de Saint-Augustin-des-Maures. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur du règlement. Un proposeur. Et proposé par M. Côté et appuyé par Mme Hamel. Lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, la loi prévoit qu'on peut, les termes sont s'approprier, donc 5 du montant, même le Fonds général, parce qu'on comprend que là, on prend la résolution, on va adopter le règlement, et tout ça va cheminer jusqu'au MAMO, mais avant qu'on ait l'argent, il va se passer un certain temps. Donc, on prend dans le Fonds général 5 du montant, qui va permettre, par exemple, si je prends un exemple simple, c'est lorsqu'on fait un règlement d'emprunt pour une réfection de chaussée, bien, ça va permettre d'amorcer les travaux avec une firme qui va pouvoir faire l'évaluation des coûts, donc le design préliminaire de la chaussée, qu'on soit capable d'évaluer exactement les coûts, etc., pour commencer le travail, autrement dit, sans attendre que l'argent soit dans les comptes. Et lorsque l'argent est disponible, le règlement d'emprunt s'ouvre, un règlement d'emprunt temporaire, à ce moment-là, on renfloue le fonds général du montant qu'on a pris. Résolution 2016-553, adoption du règlement 2016-509, modifiant le règlement 2014-433 sur le déneigement et le stationnement en période hivernale. Et proposer d'adopter le règlement numéro 2016-509. Une dispense de lecture du règlement est demandée. Une copie ayant été donnée aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. Un proposeur. Et proposé par M. Marcotte et appuyé par Mme Lortie. En fait, on vous a présenté une nouvelle politique sur le déneigement il y a quelques séances de cela. Et donc là, on vient définir certains points dans ce règlement-là qui vont permettre de définir, par exemple, qui va décréter une opération de déneigement, la tenue d'un registre, des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va nous outiller, entre autres choses, pour être capable d'effectuer des remorquages aux besoins. Puis évidemment, il y a la fameuse contravention qui vient avec. Le but n'étant pas d'en donner des contraventions ni de faire des remorquages, mais il faut que vous compreniez que lorsque vous laissez votre véhicule sur la voie publique et qu'il y a une opération de déneigement en cours, s'il y a des voitures qui sont là, elles nuisent. Et donc, le service des travaux publics doit retourner, parce que le lendemain, les gens quittent, puis là, il faut retourner, redéblayer à nouveau. Ça augmente les coûts de façon très importante. Donc, cet hiver, sachez-le, là, je l'ai dit, on va l'annoncer un peu partout, il y aura des remorquages. Les gens du secteur bocage vont être remorqués, la voiture va être remorquée dans le stationnement du centre communautaire Jean-Marie Roy. Dans le secteur centre, ce sera dans le stationnement du Delphis Marois. Maintenant, ce n'est pas le but, je vous le répète, là, le but, ce n'est pas de vous remorquer, de vous donner des étiquettes puis de vous écœurer, c'est que la voie soit dégagée le matin. Pour ne pas avoir de contravention, ne stationnez pas dans la rue lorsqu'il y a opération de déneigement. Comment savoir qu'il y en a une? La façon la plus efficace, c'est de vous inscrire à l'alerte citoyen. Vous allez sur le site de la Ville, vous pouvez recevoir soit un courriel, soit un texto sur votre téléphone qui va vous annoncer que l'opération de déneigement est en cours, commence à telle heure, etc. Évidemment, on va essayer de ne pas y déclencher à 2 heures du matin pour que tout le monde dort et on ne soit pas capable de vous rejoindre. Là. On va essayer de faire ça pour que les gens soient rejoints. Vous pouvez aussi téléphoner à la ligne InfoNeige. Les numéros vont apparaître sur les panneaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et consulter aussi le site web de la Ville, ça va être mentionné. Puis, il y a les panneaux lumineux là, sur l'étrière, puis ici au coin Fossambeau et 138 qui vont annoncer opération de déneigement en cours. Donc, si on veut y arriver, il faut que tout le monde collabore et je vous demanderai de faire tout ce que vous pouvez, puis de le dire aux autres aussi, parce que c'est votre rue. Et lorsqu'on a des conditions climatiques pénibles comme l'an dernier, où il y a des gels, regels, etc., les voitures qui sont restées, les amas de neige demeurent là, la glace prend là-dedans, c'est épouvantable les coups que ça entraîne, parce qu'après ça, c'est pas juste une déneigeuse de style charrue, là, mais ça prend la niveleuse pour aller essayer d'arracher la glace, puis donc ça devient, on peut échapper une rue, comme on dit. Alors, je vous remercie à l'avance de votre collaboration. Résolution 2016-554, adoption du règlement 2016-511, modifiant le règlement 2013-385 sur les colporteurs. Et proposer d'adopter le règlement numéro 2016-511. Une dispense de lecture du règlement est demandée. Une copie a été donnée aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. La portée du règlement est de transférer la responsabilité de l'émission des permis du service de la Trésorerie au service de la gestion du territoire. Un proposeur. Et proposé par M. Potvin et appuyé par
Monsieur Marcotte. Passer à la période des questions des citoyens, une durée de 15 minutes. Je pensais que vous voulez parler avant moi. Pas de problème. J'avais du temps, en autant qu'on respecte à 15 minutes. Alors, Jean-Quentin, vous avez parlé du code d'éthique tout à l'heure. Pouvez-vous me dire, si ma mémoire est bonne, vous allez peut-être sans doute être capable de me le dire, il me semble qu'à l'arrivée de M. Doré, il a changé le code d'éthique. Le code d'éthique a été amendé ou des choses comme ça, c'est 2015, début 2015. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça au niveau du code d'éthique. Je pense. La loi sur l'éthique et la déontologie a exigé que toutes les villes se dotent d'un code d'éthique et déontologie pour les élus et pour les employés municipaux. Le premier qui a été adopté, et la loi prévoyait que ça commence par les employés municipaux. Ça coïncidait avec l'arrivée ou à peu près de M. Doré. Exact. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet. Ce n'est pas parce que M. Doré est arrivé Non, que non, le mais code est adopté, non, mais- mais il y a coïncidence des dates ou à peu près. Pour les employés municipaux, celui des élus est venu par la suite. Non, bien, c'est 2014, le règlement. À peu près, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je suis arrivé en 2013 à Saint-Augustin, mais c'est que je voudrais juste savoir, à ce moment-là, c'est pas l'opération du Saint-Esprit qui l'a écrit, ce code d'éthique-là, puis c'est sans doute pas les conseillers municipaux qui sont ici, c'est probablement un avocat qui l'a écrit. Je me trompe ou je me trompe pas? Quelqu'un qui l'a Trompez écrit. pas, non, c'est un avocat. Alors, l'avocat qui l'a écrit, là, je ne sais pas si c'est le même avocat qui vous dit ça, sauf qu'à quelque part, les avocats, vous savez, il y en a qui ont des façons de penser, d'autres qui ne l'ont pas. Mais je trouve ce soir, c'est lamentable. Vous avez manqué une belle occasion. En venant toucher à ça, vous manquez une belle occasion de montrer que vous êtes de bonne volonté et que si vous n'aviez pas de problème, vous ne poseriez pas de même. Moi, je trouve ça gênant, honteux. Alors, c'est honteux de changer ça, madame. Je pense que vous auriez dû respecter. Ça ne faisait pas de mal à personne. Vous n'étiez pas si mal pris que ça. Il n'y aurait personne qui vous aurait mis en prison parce que vous absteniez, je ne pense pas. Au contraire, c'est montrer un signe de transparence. M. Potvin, vous êtes au gouvernement, vous le savez, comment le code d'éthique, c'est important. Madame, vous avez été aussi députée, vous le savez, vous avez peut-être même voté la loi dans le temps que vous étiez député. Alors, je pense que si c'était bon il y a, en 2014 ou 2015, ça devrait être encore bon aujourd'hui, puis ça ne devrait pas être changé. Un autre spécialiste. Bonsoir. Bonsoir, Louise Bissonnette. Je voudrais savoir pourquoi vous nous avez donné toutes ces copies de règlements ce soir. C'est une décision, je présume, c'est une décision du greffe là, que de fournir les documents. Bien, je trouve ça très bien, merci. Merci, puis j'aimerais vous suggérer de faire d'autres démarches comme ça, une réflexion sur ce qui pourrait être fait pour améliorer la compréhension du déroulement des conseils municipaux par les citoyens. Parce que c'est lu à toute vitesse, c'est des choses dont on n'a jamais entendu parler avant. Fait que ça, puis du serbo-croate, pour moi, c'est pratiquement la même chose. Et puis, je serais très intéressée d'en savoir davantage lorsque c'est intéressant, évidemment, que ça s'applique pour nous. Bonsoir, Caroline Dupont. Ma question concerne la même chose que le premier intervenant. Donc, sur l'avis de motion pour la modification du règlement relatif au code d'éthique et de déontologie. Moi, de mon côté, j'apprécie l'effort d'explication des conseillers. Je pense avoir compris leur raisonnement. Mais pour plus de clarté, il serait souhaitable justement d'exposer une prochaine fois l'historique de la présence de ces alinéas-là, parce que j'imagine qu'ils ont déjà été pertinents. Donc, pour mieux comprendre pourquoi ils ne le sont plus. Non, regardez, si... On fera venir un avocat. Oui, c'est ça. Mais il faudrait expliquer pourquoi que ça a été mis là dans le temps. On n'a pas de souvenance. Puis quand on le lit, je pourrais vous le montrer, l'article. Si vous le lisez. Mais peut-être que si vous le présentiez, Ouais. on suivrait mieux le raisonnement que vous faites. Là, peut-être que ça pourrait être fait la prochaine fois. Mais il est incompréhensible. De toute façon, pour un non-initié, quelqu'un qui n'est pas en droit, là, moi-même, quand je le lisais, là, je ne savais pas les effets secondaires que ça pouvait avoir. Donc, quand ça a été mis là, l'ancienne direction générale, là, pour le dire nommé, et l'ancien greffier, qui a amené ça. Pour quelle raison? Puis, il n'y a pas juste ce règlement-là, il y a plusieurs règlements à Saint-Augustin qui vont au-delà de ce qu'il aurait dû aller, alors que la loi s'applique. Quand il n'y a pas de règlement, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir un règlement sur l'éthique et la déontologie, il doit être collé parfaitement avec les règles gouvernementales. Mais rajouter des textes, ça n'a pas de valeur, ça vient juste compliquer les choses. Il y avait sûrement une raison. Là. Non, ben, il y a bien des choses qu'on constate, nous aussi, avec du recul, on ne trouve pas les raisons, là, pour être honnête avec vous. Et dans ce cas-là en particulier. Donc, encore une fois, là, je mets au défi n'importe qui ici de lire ça et de me dire comment vous interprétez ça. Peut-être que ça pourrait être bien, du moins, de le présenter pour effectivement... parce que ma question, en fait,
C'était toujours dans l'objectif de bien comprendre ce point-là. Vous avez relaté à la fois les conseillers et M. le maire des discussions avec l'avocat, un avocat de la Ville, puis vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions, ce qui me laisse quand même perplexe, là. Ma question pour le moment, parce que je ne suis pas trop familière avec le sujet, c'est adressé au M. le maire. Vous avez utilisé un mot qui ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire, là. Donc, je ne suis même pas sûre de l'avoir bien noté. Vous avez dit que, en citant l'avocat, que c'était de la légalisation. Du légalisme. Du légalisme. Qu'est-ce que le légalisme? De pousser à outrance et à l'extrême l'interprétation des lois. Donc, de prendre, en fait, de se poser la question à savoir, est-ce que si un conseiller s'abstient, en fait, la question qui a été posée, c'est est-ce que le Code contrevient à la loi sur les élections et référendums parce qu'un conseiller doit voter? Et là, si, en vertu du Code, il s'abstient de voter parce qu'il déclare avoir un intérêt pour un proche ou lui-même, etc., qui se placerait en conflit d'intérêts, est-ce que ça contrevient à la loi? Et donc, et là, c'est probablement toute l'explication que j'ai faite tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'un juge en cour supérieure pourrait, bon, vous rappeler l'histoire, versus la commission, oui, on peut en discuter. Il y a plein de choses comme ça. La Cour suprême, à tous les jours, vient avoir des débats de trucs fondamentaux sur la loi. Fondamentalement, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel est l'objectif du législateur lorsqu'il demande est-ce que les villes aient un code d'éthique et de déontologie? Bien, c'est que les élus respectent la déontologie et l'éthique. Tu sais? Et à quelque part, après ça, commencer à tomber dans les technicalités comme ça pour justifier le fait d'enlever un article comme ça, c'est du légalisme. C'est de pousser à l'excès ou à l'outrance quelque chose pour pas grand-chose, si ce n'est qu'on a d'autres desseins. Je m'excuse, mais le légalisme, c'est l'utilisation que vous avez faite de ces clauses-là et non le fait qu'on les retire. Donc, c'est pour éviter ce que vous dites. Je comprends, vous avez le tour d'expliquer les affaires pour les mettre à votre avantage, alors que c'est vous qui nous avez forcé à modifier ce règlement-là. Il faut le faire, il ne faut pas du culot. Hein. Mais écoutez-moi 2 secondes, juste 2 secondes. Qui a voté ce code de déontologie? Est-ce que moi, j'ai voté pour ce code-là en 2014? La réponse, c'est non. OK? Et à peu près à toutes les fois qu'on adopte un règlement, il est dit « dispense de lecture de ce règlement est faite parce que tout le monde déclare l'avoir lu ». Je l'ai déjà dit, il faudrait peut-être ajouter « lu et compris ». Parce que là, il vient de nous dire qu'il ne comprend pas le règlement. Il est incompréhensible, textuellement. Il a voté à l'unanimité pour. Okay. S'il ne comprend pas ça, pourquoi il vote, après ça, il y a un problème. Si le législateur avait voulu que ces 2 clauses-là soient là, il l'aurait mis dans la loi. Mais c'est pas moi qui les ai mis, c'est vous. Non, c'est pas nous qui regardez. Mais comment c'est pas vous? C'est vous qui l'avez voté. Vous l'avez adopté. Vous l'avez proposé, vous l'avez secondé, vous l'avez adopté. Vous l'avez lu. On était conseillé sur rien, de toute façon, on ne vous convaincra pas de lui. Ben là, l'imputabilité des élus, c'est ça, là. Tout ce qui s'est voté ici ce soir, ce n'est pas la faute du greffier, du directeur général ou de l'autre à gauche, là. Si je comprends bien, M. Junot, dans le fond, si l'avocat a dit c'est du légalisme, ce qu'il voulait dire par là, c'est le fait que c'est peut-être un peu trop dans le code de déontologie, ce qui est là? Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que moi je l'interprète. Oui, c'est comme ça que c'est ce que ça veut dire, mademoiselle, madame. Bon, bien, vous n'avez pas la... En tout cas, encore là, bon, on n'a pas la même interprétation, mais Alors, moi, c'est comme ça que je comprenais le mot que... Choisissez qui vous voulez. Merci. Bien, Bertrand Junot, c'est relatif au règlement qui a été adopté ce soir concernant le traitement des élus municipaux. Et je voudrais être bien certain de comprendre ce qui est écrit. Est-ce qu'on a lu pendant qu'il y avait beaucoup de discussions tout à l'heure? C'est le document qu'on avait ici à la porte, le projet, qui est maintenant un règlement. Est-ce que je comprends qu'il y a une rémunération de base et qu'il y a allocation de dépenses? C'est bien ça? Oui. Est-ce que la notion de rémunération additionnelle existe encore? Pour des comités, des commissions? La notion de rémunération. Alors, à l'alinéa 5, il est écrit la rémunération de base et la rémunération additionnelle telle qu'établie par le présent règlement. Ouais, additionnelle au sens de l'allocation. Est-ce que c'est dans le sens, est-ce que rémunération, allocation? C'est pas rémunération additionnelle pour les comités, les commissions. Mais cette notion il y a une rémunération de base et il y a une rémunération dite non imposable. Oui. C'est dans ces termes-là que c'est exprimé. Mais lorsqu'on parle de rémunération additionnelle, c'est égal à allocation? Oui. C'est beau, merci. Bonsoir. Natacha Tanguay.
Petite question concernant le blog des conseillers. Je m'adresse à qui? Ce n'est pas un sujet d'ordre de discussion. Est-ce que je peux quand même poser une question? Parce que moi, je n'ai pas le temps de venir à toutes les séances, donc j'aimerais ça quand même pouvoir poser ma question. C'est correct? Oui, Oui? allez-y. On réfère les gens, maintenant, il n'y a plus de mine. Je ne veux pas partir dans ce débat-là, il n'y a plus le mot du maire, je trouve ça malheureux. On doit consulter le blog des conseillers, ce que j'ai fait. J'aimerais ça savoir si les propos qui sont sur ce blog-là pourraient être neutres politiquement aussi, parce qu'on reproche dans le mot du maire de faire une campagne électorale. Et aujourd'hui, j'ai été lire le blog et je suis très déçue de voir des commentaires par rapport à une pseudo-campagne électorale. Alors, j'aimerais ça, s'il vous plaît, si c'est pour représenter les conseillers, je vous demanderais de faire preuve d'honnêteté aussi et d'abstinence et de rester neutre sur ce blog-là. Est-ce que c'est possible de faire cette demande-là? Alors, je vais vous S'il vous répondre. plaît. Le blog, il appartient aux conseillers. Il a été payé par les conseillers. Il est administré par les conseillers. Puis il va demeurer tel quel. C'est pour donner notre opinion. Alors, la raison, il n'y aura pas d'opinion. C'est notre opinion à nous. C'est notre façon. D'ailleurs, on vous invite à venir. Si vous voulez avoir notre point de vue sur quelque chose, venez sur le blog. C'est ce que j'ai fait, mais je suis très déçue parce que depuis quelques semaines, on entend toujours les mêmes commentaires des conseillers, peu importe lesquels, de les dit. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais ça qu'il y ait peut-être plus une neutralité, parce que là, il n'y a plus de mot du maire, il n'y a plus de... Non? Mais non, mais c'est notre site, madame. C'est le moyen qu'on a pour communiquer, comme le maire utilise des courriels pour communiquer avec les gens, tout comme le site citoyen aussi Saint-Augustin. Est-ce que ça serait possible que vous fassiez de tels courriels? Que quoi? Que vous fassiez des courriels comme ça et que... Là, on va regarder la possibilité de faire des courriels, mais il faut respecter la loi par rapport à ça. On ne peut pas envoyer des courriels à tout le monde comme ça. Là. OK. Fait qu'il y a des règlements qui existent au niveau fédéral. Sincèrement, moi, j'aime ça me tenir informée. Je regarde tous les sites, je regarde le 25 je regarde le blog. Là, ça devient un petit peu beaucoup d'informations à suivre. Alors, je fais la demande. Oui, ils peuvent s'abonner. Il faut vous abonner pour avoir... Vous pouvez vous abonner. Dans le bas du blog, il y a un endroit là, pour recevoir à chaque fois qu'il y a une parution. Mais je le répète, là, c'est notre blog, puis on donne notre opinion. Bon. Ça va rester comme ça. Je tenais quand même à la porter. Ça serait chambre de bonne guerre. Là. Merci beaucoup. Bonjour. Ma question est... Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Jacques Légaré. Pardon. Ma question est, pourriez-vous, dans une prochaine séance, revenir sur votre décision d'aujourd'hui concernant les questions d'éthique? Pour une raison simple, d'abord, la redondance. En morale, la redondance, c'est déjà une vertu. Il faut se le rappeler constamment. Deuxième chose, vous avez fait état d'une obligation légale que vous avez à prendre une décision. De toute façon, vous êtes tenu à décider. Or, si vous décidez en conflit moral, selon votre conscience, vous devez choisir le moindre dommage. Or, si vous vous retirez lors d'un vote où vous êtes en conflit d'intérêts, bien, tous comprennent que vous êtes encore 6 à voter. Et si vous êtes à égalité, vous pouvez toujours vous entendre pour, j'allais dire, retrouver un substitut à la personne qui se retire de son vote. Parce que, de toute façon, la votation sera correcte, vous êtes 6. Ensuite, mais plus important encore, votre intégrité et l'image parfaite de cette intégrité dans l'esprit des citoyens. C'est d'une extrême importance. Ainsi donc, si la loi, elle est mal faite, alors surtout pas conseiller un juge, j'allais dire un avocat dans une question d'éthique. Vous devez consulter plutôt un éthicien et qui vous conseillerait sans doute de choisir le moindre des dommages, c'est-à-dire vous abstenir même si la loi vous oblige à voter. Et si vous trouvez que ce n'est pas possible, c'est déjà illégal, alors faites de représentation auprès du ministère de la Justice ou des Affaires municipales pour changer ce point qui est très important, que votre éthique personnelle et l'image que le public doit en avoir doivent être équivalentes et parfaites. Alors ma question est donc, allez-vous, s'il vous plaît, réfléchir à ce problème-là et trouver les solutions que je vous ai proposées ou revenir carrément sur votre décision? Merci. Donc, je peux répondre, M. le maire? La réponse est non. Et la raison, c'est qu'encore une fois, on l'a expliqué tout à l'heure,
la manière dont c'était rédigé, puis c'est pas les avocats du ministère des Affaires, du ministère de la Justice travaillent très bien, en passant, les gens qui font les lois. La loi est correcte, elle est bien écrite. C'est les textes qui avaient été ajoutés en surplus de cette loi-là qui posaient problème. Et encore une fois, qu'on vote oui ou qu'on vote non, on se retrouvait dans certaines situations conflit d'intérêts. Ça fait que c'était un non-sens. Donc, c'était une phrase qui était de trop, qui était mal faite, mal écrite. Et on s'en est rendu compte. En fait, M. le maire s'en est rendu compte, il l'a exploité. Donc, la raison pour laquelle on retire ces phrases-là, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Mais c'est pas... Puis ça ne remet pas en question d'aucune façon notre intégrité. Tout le monde ici autour de la table est intègre. Donc, la question n'est pas là. La loi est très bien faite. Puis ça s'applique partout au Québec. Il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas à Saint-Augustin. Bonsoir. Bon, je reviens, Louise Bissonnette. Au sujet du Bloc des conseillers, est-ce que je dois comprendre que M. Brulotte a le droit maintenant de collaborer? Non, M. Brulotte ne fait pas partie de... C'est le Bloc des 5 conseillers, en fait. Donc, dans le fond... Monsieur Brulotte est un des fondateurs de Saint-Augustin aux citoyens, de mémoire, je crois. M. Brulotte est un conseiller au même titre que vous. Alors, si vous avez le droit de parole, il l'a aussi. C'est nous qui payons, madame. S'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. Mais je comprends que vous payez un outil de marketing. Vous ne travaillez pas pour la population et vous n'informez pas la population. Ce n'est que pour vendre votre position. Et la meilleure preuve que j'en ai, c'est que j'ai déjà essayé de faire des commentaires sur votre blog et j'ai été effacée. Alors, je veux savoir si ça va être encore le cas. Alors, Madame Bissonnette, je vais vous le répéter, nous avons payé ce blog-là, nous l'administrons nous-mêmes. M. Brulotte n'en fait pas partie. Et puis les commentaires, là, on n'en met aucun, qu'ils soient positifs, négatifs. Ce n'est pas une page Facebook, ça nous appartient. On lit tous les commentaires, mais on ne les publie pas parce que ce n'est pas le but. On veut donner notre opinion. C'est quoi le but? C'est de vendre votre salade. Nous voulons donner notre opinion aux citoyens pour qu'ils soient à même de juger. Il y a une position, il y en a une autre. En fonction de quoi? S'il n'y a personne d'autre qui a le droit de parler. Pardon? En fonction de quoi, s'il n'y a personne d'autre qui a le droit de parler dans le mime? M. Brulotte a sa page Facebook, M. le maire a ses courriels. Il y a toutes sortes de moyens. Vous détournez un outil municipal pour votre bénéfice personnel. C'est ça que vous faites. Madame Bissonnette, je le répète, on a décidé, nous 5, d'avoir un blog. On le paie, on l'administre, et puis il nous appartient et on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Je suis d'accord. On veut renseigner les citoyens puis qu'il y ait un autre point de vue. C'est notre but. Est-ce que vous vous rendez compte que vous manquez totalement à votre devoir de représenter les citoyens et ce que vous faites, c'est un manque total d'éthique? Est-ce que vous vous rendez compte? Madame Bissonnette, vous ne répondez pas aux exigences de votre charge. Madame Bissonnette, vous êtes complètement à côté de la coche. Complètement, je réponds plus. Je vais vous poser une question de base. C'est quoi le motto de la ville de Saint-Augustin? C'est quoi comment on appelle ça? La devise de la ville de Saint-Augustin. Aime avant d'agir, madame. Bon, bien, pensez-y, s'il vous plaît. Oui, pensez-y, sérieusement. On peut se le répéter, tout le monde ici. Dites-les donc tous ensemble, aime avant d'agir, parce qu'il y en a une maudite gang qui ne savent pas lire. Monsieur le maire, je voudrais intervenir. Écoutez, bon, effectivement, M. Brulotte, on va passer à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Oui, mais en fait, c'est en relation directe avec la question-commentaire de Mme Bissonnette. Moi, je voudrais m'adresser à Mme Hamel. Et effectivement, Mme Hamel vient de confirmer mon exclusion là, du Bloc des conseillers. Mais mon exclusion date du 31 mars dernier, d'ailleurs. 31 mars dernier, qui était la date de lancement du Bloc des conseillers. Et mon collègue, M. Potvin, avait eu la délicatesse, à l'occasion d'une entrevue qu'il accordait à M. Yann Bussière, qui est encore ici ce soir. M. Bussière a sans doute posé la question à M. Potvin, écoutez, le nouveau conseiller qui va être assermenté demain, le 1er avril, est-ce que lui, il va avoir accès à ce blog-là? Et M. Potvin a répliqué, si M. Brulotte est d'accord avec nous, il pourra participer au blog. Alors là, 6 mois plus tard,
6 mois plus tard, je voudrais demander à Mme Hamel, qui encore une fois, vient de confirmer mon exclusion, quel pourrait être le droit d'entrée, le droit d'admission que je pourrais payer pour participer au Bloc des conseillers? On est prêt à vous le revendre dans 355 de dos. C'est ça. Mon collègue Louis Potvin a donné une excellente réponse. On vous connaissait. Bien, je ne l'ai pas entendu, malheureusement. Non, je parle de celle qui vous a donné, qui a donné à M. Bussière du Soleil. Alors, on ne vous connaissait pas à cette époque-là. On a lancé notre blog. Maintenant, fort est de constater qu'après tous ces mois, il est fort évident, tout le monde ici en est conscient, qu'on n'a pas du tout la même vision dans les dossiers, qu'on n'a pas du tout la même conception, la même philosophie. Alors, je m'excuse. S'il vous plaît. Je m'excuse, M. Brulotte, mais nous, c'est nos commentaires là, qu'on passe là-dedans, puis il n'y a rien de compatible avec les commentaires que vous avez passés sur tous les dossiers ici lors des séances. Là, c'est très clair. Ça a le mérite Ça a d'être rien de clair. méchant. Au fond, vous dites il n'y a pas de place pour la dissidence. Il n'y a pas de place pour des opinions différentes. Non, pas dans notre Aucun blog. problème avec ça. Pas dans notre blog. Puis écoutez, Il y a d'autres tribunes. et ça fait partie des raisons pour lesquelles, finalement, on finit par comprendre pourquoi, au cours des 10 dernières années, le maire et les 6 conseillers qui étaient en place ont systématiquement voté à l'unanimité sur toutes les résolutions, à toutes les séances du Conseil. Bravo. C'est juste, au cas où vous n'auriez pas encore compris, vous êtes jeune, relativement jeune en politique municipale, M. Brulotte. Au cas où vous n'auriez pas compris encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les 4 premières années, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a voté contre des résolutions. Là. Puis vous pouvez les retrouver. Là. dont entre autres l'embauche d'un certain M. Jean-Claude Desroches. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça, ben oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser aux citoyens? Bien, je trouve ça intéressant que mon collègue Potvin, qui effectivement, il reconnaît que je suis tout récent dans le métier de conseiller. Donc, évidemment, je n'ai pas sa maîtrise des règles qui régissent un conseil. Alors, je le remercie de m'avoir expliqué les règles qui régissent le conseil. Merci. Alors, à 9h25, je déclare la séance close.